Good morning. Comme tu as pu le remarquer, le marché de la photo est compliqué. Il y a des centaines, voire des milliers d'options pour choisir son prochain boîtier photo. Et en plus de ça, les opinions de chacun sont complètement différentes et on peut trouver de tous les budgets, que ce soit de 100 € à 15 000 €. Alors comment se retrouver dans cette jungle d'appareils photo et comment choisir son prochain appareil photo? C'est ce qu'on va couvrir ensemble dans cette vidéo. À travers mes années d'expérience, je vais partager avec toi, premièrement, les 3 grandes questions à se poser avant d'acheter un boîtier photo, ce qui va te permettre potentiellement d'économiser des centaines voire des milliers d'euros dans un mauvais casting d'appareil. Et en deuxième partie, nous allons voir en fonction de ton budget quelles options tu vas avoir et dans quel cas tu vas vouloir choisir l'une au lieu de l'autre. Assure-toi de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai un petit bonus qui va peut-être te surprendre dans le setup que j'ai conseillé à mon beau-frère il n'y a pas si longtemps. Alors si tu es prêt, on se lance tout de suite. Bienvenue, si tu ne me connais pas, mon nom est Pierre Tellenberg, je suis un photographe d'aventure et de voyage et cela fait des années que j'ai la chance de pouvoir voyager à travers le monde en prenant des photos et toutes les photos que tu vois sur cette chaîne ont été prises par moi. Il n'y a rien d'inventé par l'intelligence artificielle et le plus important, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir shooter avec différents types d'appareils. À travers les années, je suis passé de Canon à Nikon à Sony. J'ai eu le droit et la chance d'essayer du Fuji, un petit peu de tous les boîtiers et chaque boîtier et chaque marque va parler différemment à chaque personne. Donc voilà, mon expérience et mon avis sur le choix d'un appareil photo vient d'une expérience sur le terrain, non pas dans un laboratoire, je tiens à le préciser. Maintenant, si toi, tu n'es pas une intelligence artificielle en train de regarder cette vidéo, laisse-lui un petit pouce et abonne-toi à la chaîne pour voir la prochaine vidéo qui t'évitera toutes les erreurs de débutant. Maintenant, premièrement, les 3 questions à se poser. La première, ça va être pourquoi faire? Pourquoi est-ce que tu as un appareil photo? Qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu veux shooter en famille? Est-ce que tu vas aller faire de la photographie de mariage professionnellement? Est-ce que tu veux aller shooter de l'animalier? Il faut être très clair avec ses besoins. Pourquoi? Parce que cela va t'orienter dans une catégorie ou dans une autre. Si par exemple tu veux faire des photos de famille qui sont un petit peu meilleures que celles que tu prends dans tous les jours avec ton téléphone, eh ben je vais t'orienter vers une catégorie qui va être différente que si tu me dis tu es passionné et tu veux faire de la photographie de rue et tu veux te balader tous les jours avec ton appareil. Voilà, essaye vraiment de cadrer ça. Combien de fois par semaine est-ce que tu t'imagines utiliser ton appareil photo? Dans quelles circonstances? Essaye de comprendre un petit peu où est-ce que tu vas l'utiliser et quels vont être tes sujets. Des animaux, des humains, de tout, du voyage. Bref, sois extrêmement précis parce que la deuxième partie de cette vidéo avec les budgets va t'orienter en fonction de ses besoins. La deuxième grande question à se poser, c'est est-ce que mon objectif me limite ou alors le boîtier de mon appareil photo? Bien entendu, si tu n'as pas d'appareil photo, eh ben, la réponse est simple. Si tu en as déjà un, regarde quel type d'objectif tu as. Si tu as un objectif grand public, c'est-à-dire un zoom, par exemple un 18-55, f3.5-4.5, f3.5-5.6 ou 6.3, je te conseille premièrement, et c'est littéralement ce que je réponds à tous ceux qui me posent la question, je conseille d'abord de changer ton objectif. Investis dans un 50 mm f1.8 par exemple, un 35 mm fixe qui ouvre bien afin de pouvoir avoir cette faible profondeur de champ, ce bokeh que beaucoup de gens recherchent en changeant d'appareil alors qu'il suffisait de changer d'objectif. Donc je tiens vraiment à le dire, c'est extrêmement important, ça va te permettre d'économiser beaucoup d'argent. Si le boîtier te limite, pourquoi est-ce qu'il te limite? Est-ce que c'est pour les photos en lumière basse? Est-ce que c'est pour la prise de vue en rafale? Est-ce que c'est parce que l'autofocus ne suit pas bien tes sujets? Est-ce que l'ergonomie n'est pas du tout adaptée à ta main? Pose-toi ces questions afin d'éviter de tomber dans le piège du marketing qui est de racheter un boîtier alors que tu avais simplement besoin de changer ton objectif. Et plus tu écoutes de chaînes YouTube comme la mienne et plus tu vas te dire peut-être qu'il faut que je change de boîtier, mais non, pas du tout. J'essaye de le rappeler en permanence. Le boîtier ne fait pas tout. J'ai mes boîtiers depuis 3, 4, 5 ans pour certains et je ne les ai pas changés. Je continue à les utiliser et ils sont parfaits. Regarde, je peux prendre des photos que j'adore avec cet appareil parce qu'il a un très bel objectif, un 35 mm f2.8. C'est un appareil argentique. Il est vieux comme le monde. Il a une quarantaine ou cinquantaine d'années. Il est génial. Et j'ai pris des photos comme ça et j'en suis fier et j'en suis extrêmement content. Troisième question, encore une fois, que je pose à tout le monde. Combien est-ce que tu es prêt à investir dans ton matériel photo sur le long terme? Et est-ce que tu as déjà investi dans tes compétences photographiques ou non? C'est la question la plus importante avant d'acheter du meilleur matos photo, avant d'acheter des milliers d'euros d'objectifs et d'appareils.
investis dans tes compétences. Pourquoi? Parce que ces compétences vont se traduire, quel que soit l'appareil que tu utilises, quel que soit l'endroit où tu vas shooter et quel que soit ton âge. C'est-à-dire que si tu investis dans tes compétences quand tu as 20 ans, quand tu as 60 ans, tout ce que tu auras appris sera toujours là et aura justement évolué en mieux. Si tu cherches une approche simple, efficace, pas à pas, tous les jours, je te mets un petit lien dans la description pour la prochaine session de ma formation 30 jours pour des photos pro afin de développer ton œil de photographe pour prendre des photos dont tu es fier au rendu professionnel, quel que soit ton matériel. C'est une méthode qui a marché pour des milliers de participants à travers le monde. Je t'invite réellement à investir dans tes compétences avant d'investir dans ton matériel, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Mais si tu veux le faire avec moi, le petit lien est dans la description. Et maintenant, passons tout de suite à ce pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo, qui est le nom des appareils photo en fonction des budgets. Allez hop, c'est parti. On commence par le moins cher, sous les 500 €, puisqu'on me pose souvent cette question. La première gamme, sous les 500 €, c'est une gamme qui revient souvent dans les questions qu'on me pose. Et la première chose à savoir, c'est que je déconseille d'acheter un appareil photo si tu vas sous les 500 €. Sauf si tu es prêt à acheter de l'occasion. Et pourquoi est-ce que je déconseille? Premièrement, parce qu'on a tous un smartphone, un téléphone, et les photos que l'on peut prendre avec un téléphone, comme tu peux le voir tout de suite, sont assez incroyables si l'on applique ses compétences photographiques au maximum. J'ai pris des photos dont je suis extrêmement fier avec des téléphones et bien entendu, on les a tous dans la poche tout le temps. Alors oui, on ne peut pas faire tout ce que l'on peut faire avec ça. L'expérience utilisateur est différente. Mais quitte à progresser, quitte à s'investir, pourquoi ne pas devenir bon avec l'outil que l'on a tous les jours dans la poche avant ensuite d'en récupérer un complètement dédié pour ça. Si tu veux en récupérer un dédié parce que tu as déjà des bonnes bases et que tu veux te faire plaisir, j'ai sur ma petite liste là, dans l'occasion, j'ai trouvé un Nikon D750 avec un 50 mm f1.8 à moins de 500 €. C'est un appareil que j'utilisais, c'est un réflexe, je tiens à le dire, c'est un réflexe que j'utilisais pour shooter des mariages en 2014, en 2015. Mon photographe de mariage, celui qui a shooté mon mariage, utilisait ces appareils. Ce sont des appareils qui sont excellents, une bonne plage dynamique et qui sont toujours d'actualité selon moi. Pourquoi? Parce qu'ils te permettent de progresser. Un 50 mm f1.8 te permettra d'avoir un joli bokeh et une séparation facile de ton sujet avec l'arrière-plan, avec ce flou magnifique. Et c'est un appareil qui va te permettre d'évoluer en fait. Avant que tu sois complètement limité par l'appareil, je te promets que tu vas passer quelques années. Alors oui, ça date un petit peu, mais à ce prix-là, récupérer du matos pro, c'est assez incroyable. Ensuite, tu peux aussi peut-être essayer de trouver même un Z6 qui est une version hybride chez Nikon. Pourquoi est-ce que je te conseille d'aller vers de l'hybride si possible? L'hybride va te permettre d'avoir un retour direct des paramètres que tu changes sur ton appareil alors que tu regardes même dans l'œillet, ce qui peut accélérer ta progression si tu n'es pas à l'aise avec les paramètres. Sur un réflexe, en général, tu dois prendre la photo pour voir un petit peu ce que ça a fait, sauf si tu te mets en live view, mais on ne va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Donc, sous les 500 €, occasion, par exemple un Nikon D750 ou un vieux Canon 5D Mark II, mais je trouve que la plage dynamique des 5D Mark II était bien inférieure au D750. Donc plutôt un Nikon selon moi. Ne t'inquiète pas, je te mets dans la description tous les liens avec les appareils que tu vas pouvoir regarder en fonction de la gamme aussi. Et dans la description, je t'invite à partager ton expérience avec ton appareil, ce qui va nous permettre d'échanger et d'étoffer un petit peu les propositions. Ensuite, sous les 500 €, je te propose aussi d'acheter un appareil photo jetable, simple, efficace, tu peux t'amuser avec, tu peux faire plaisir, c'est pas ton téléphone et ça tu peux jouer avec. Tu peux aussi regarder un appareil comme le Flashback qui est un appareil comme un jetable mais numérique et qui tu dois attendre 24 heures pour développer les photos. Je l'ai commandé et j'ai hâte de l'essayer. Voilà, c'est des appareils qui vont nous permettre de nous reconnecter un petit peu avec la prise de vue, simple, ludique, sans prise de tête. Deuxième budget, au-dessus des 500 €, entre 500 et 1000 €. Alors là, on commence à toucher dans la gamme des passionnés, on va dire, qui sont prêts à investir un petit peu plus. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Pour moi, occasion en premier, toujours et tout le temps, jusqu'à une certaine gamme. Essaye de privilégier l'occasion dès que tu peux. En fait, tout le temps, surtout si tu n'es pas un professionnel qui peut déduire ça de ton business. Occasion, on a le Z6 dont j'ai parlé, peut-être même un Z6 II, mais ils sont encore chers. Tu vas aussi trouver des Sony A7 III qui sont des appareils qui ont été testés à travers le temps, qui marchent très bien, qui te permettent d'évoluer, un appareil plein format. Et si tu veux du neuf, tu vas pouvoir regarder les Canon R10
R50 à moins de 1000 €. Tu vas avoir des boîtiers qui vont être très performants avec une rafale jusqu'à 15 images par seconde en shoot en RAW, avec un autofocus qui est mise à jour, c'est-à-dire sur ces dernières années. Cette année, c'était encore l'appareil le plus vendu au Japon. Et je pense que quand tu achètes un appareil comme ça, ton but est d'évoluer et je te conseille vraiment de ne pas t'orienter vers l'objectif de base, mais de te prendre tout de suite un 50 ou un 35 ou un 24 objectif fixe. Pourquoi? Parce que ça va te permettre justement d'avoir cet arrière-plan flou et ce rendu, on va dire, photographique un petit peu plus professionnel que lorsque tu prends des photos avec une ouverture toute petite. J'ai une vidéo qui couvre toutes les bases de la photo en moins de 10 minutes que tu peux regarder après si tu ne comprends pas exactement ce que je dis. Et j'ai une petite fiche de réglage gratuite avec les réglages que tu vas pouvoir utiliser en fonction des différentes situations et des conseils. Tu peux la mettre sur ton téléphone et l'emmener sur le terrain. Je t'invite à la télécharger tout de suite. C'est gratuit et ça va t'aider, surtout si tu ne comprends pas tout ce que je dis au niveau des paramètres. Maintenant, tu te poses peut-être la question APS-C contre plein format ou plus petit capteur. Quelle est la vraie différence? En fait, pour faire simple, plus ton capteur est grand et plus tu as une profondeur de champ réduite à la même ouverture et plus tu as du coup un bokeh qui est visible, c'est-à-dire ce flou d'arrière-plan qui est facile à voir. En plus de ça, plus ton capteur est grand et plus la qualité d'image en lumière basse va être meilleure. C'est pour ça que beaucoup se tournent vers du plein format au lieu d'un capteur 4 tiers ou 1 pouce. Alors, Canon R10 ou Canon R50, le R50 a un peu plus d'orientation un petit peu vidéo, j'ai envie de dire, et il a un obturateur uniquement électronique, ce qui veut dire que tu peux te retrouver avec du banding dans tes images si les sources lumineuses créent des interférences lorsque tu prends les photos. Donc un R10 avec un obturateur mécanique sera peut-être plus adapté pour la photographie. Ensuite, chez Sony, on va avoir le Sony ZV-E10 II qui lui aussi a un obturateur électronique mais te permet de faire de la vidéo avec des bons paramètres comme tu peux le voir sur l'écran et aussi de la photo, encore une fois avec un obturateur électronique. Donc attention au banding. Ensuite, on a le Fuji X-M5. Fuji se place très bien parce qu'ils essayent de rendre les choses extrêmement ludiques, simples à utiliser. Et le but de Fuji, c'est que tu n'aies pas à travailler tes images, à faire du post-traitement. C'est vraiment que tu puisses directement avoir un look analogue sur ton appareil photo numérique et que tu récupères les photos. Donc voilà, tu as le Fuji X-M5 et tu as aussi Olympus, un Pen 4 qui est un capteur micro 4 tiers, donc un capteur un petit peu plus petit. En général, qu'est-ce que ça veut dire? En lumière basse, la qualité des images est un peu moins bonne. Dans cette gamme, je tiens aussi à rajouter les appareils compacts que tu peux mettre dans la poche, comme un Sony RX100 Mark VII avec un zoom de 24 à 200 mm qui te permet de shooter en RAW 20 images par seconde. Tu peux en trouver d'occasion. Ce sont des petites bêtes de technologie qui te permettent de faire plein de choses. Et tu vas avoir aussi un appareil comme le Ricoh GR3 qui te permet de shooter tous les jours et d'avoir cette approche photographique, photographie de rue de tous les jours. Bien entendu, tu peux aussi te faire plaisir avec ta famille avec ces appareils. Ce sont des appareils qui te permettent d'éviter la distraction des téléphones et surtout d'avoir une qualité d'image bien supérieure car tu shootes en RAW. Tu as beaucoup plus de customisation possible. Donc, si on récap, en premier, essaye de choper un Sony A7 III d'occasion par exemple parce que tu vas te retrouver avec du matos pro et ensuite oriente-toi vers de l'APS-C ou des plus petits capteurs comme un Canon R10, les Olympus ou les Fuji. Alors maintenant, entre 1000 et 2000 €, là, ça commence à être du vrai budget et tu peux le voir tout de suite que tu aurais pu te payer un billet d'avion jusqu'en Polynésie ou jusqu'en Antarctique déjà dans cette gamme du budget. Donc ne l'oublie pas. Je tiens juste à le rappeler. Boîtier plaisir, j'ai envie de dire, de tous les jours. Second boîtier pour les professionnels. Alors, on va avoir le Z5 II dans cette gamme qui vient juste de sortir de Nikon avec des spécifications assez incroyables. En équivalent, on va avoir le Canon R8, même s'il date d'il y a 2-3 ans, il va encore être totalement capable de faire le travail que l'on veut. Par contre, sur le Canon, on n'a pas de stabilisation. Après avoir chez Sony en APS-C aussi, on va avoir le A6700 qui est une bête qui a l'autofocus de l'A1 avec la détection de sujets intelligents, avec un super œillet, une rafale jusqu'à 11 images par seconde, un obturateur mécanique et électronique, de la 4K jusqu'à 120 images par seconde si tu veux toucher en vidéo. Le A6700 est un appareil qui t'offre toutes les performances des grands appareils, mais dans un format APS-C. Je le conseille à beaucoup de personnes. Du côté Canon, j'ai parlé du
R8 sans stabilisation, et si tu vas plus haut dans le panier de cette gamme, tu vas aller vers le R6 II aussi, qui est un très bon appareil. J'ai une vidéo qui compare le R8 et le R6 II que tu peux regarder pour plus de détails. Et enfin, ensuite, on a Panasonic avec le Lumix S9, qui est un boîtier petit, compact, qui ne prend pas de place. C'est littéralement un S5 II, mais dans un format réduit. Et dernièrement, Fuji, on n'en a pas encore parlé, mais on a le X106, qui est un appareil extrêmement populaire. Pourquoi? Pour faire du tous les jours, photographie de tous les jours, s'amuser sans se prendre la tête. Encore une fois, c'est un petit peu ce que Fuji essaye de mettre en avant. Voilà, il y a aussi la gamme XT qui commence à apparaître dans cette gamme de prix. Je te laisse regarder un petit peu plus tout ça avec les liens dans la description. Donc pour récap, si tu veux rester en plein format, on a le Nikon Z5 II, le Canon R6 II, le Canon R8, le Nikon Z5 II et aussi le Lumix S9. Et enfin, dans la catégorie APS-C, tu vas avoir le A6700 de Sony qui est une bête et le Fuji X106 qui est extrêmement populaire. Voilà, maintenant passons à la catégorie 2000 à 3000 euros. Voilà, on est directement dans les appareils professionnels et on peut faire plein de choses, une vraie évolution possible. Mais est-ce qu'on a besoin d'investir autant dedans ou pas? Sachant qu'il va falloir rajouter des objectifs, pas forcément. Mais dans cette catégorie, ce sont les appareils généralistes à tout faire qui essayent vraiment d'englober un petit peu tout dans le marché. Donc, on parle chez Nikon du Nikon Z6 III qui est récemment sorti. On a chez Panasonic, toute nouveauté aussi, le Panon S1 II et le S1 IIe et le S5 II et S5 IIX, des appareils qui se défendent extrêmement bien. Panasonic a fait une grosse évolution de ton autofocus au cours des années et on a pu le voir avec les derniers tests du S5 II et S5 IIe qu'ils se défendent extrêmement bien par rapport aux autres marques, ce qui est génial à voir. Ensuite, du côté Sony, on va avoir le Sony A7C II qui rentre dans cette gamme de prix et on a le A7 IV qui est censé être l'appareil un petit peu pour tout le monde, que tu veuilles faire photo ou vidéo, à tout faire. Le seul désavantage du A7 IV, c'est que je trouve que la technologie AF est un peu vieille. Je ne conseillerais pas de l'acheter aujourd'hui. Si tu veux mon guide pour l'achat des appareils Sony en détail, tu peux regarder cette vidéo. Mais je m'orienterai vers le Sony A7C II. Pour moi, le Sony A7C II est un appareil génial dans cette catégorie. Il a le dernier autofocus avec la détection des sujets. Il est petit, compact, ne prend pas de place. Par contre, il n'a qu'une seule carte mémoire. Donc, si tu veux faire quelque chose de professionnel, essaye de t'orienter vers un boîtier avec 2 cartes mémoire. Pourquoi? Parce que si tu as un problème avec une carte mémoire, tu peux toujours sauvegarder sur la deuxième carte mémoire en parallèle afin d'avoir un backup tout le temps. Voilà. Ensuite, dans la catégorie 3000 à 4500 euros, là, on commence à être spécialisé, c'est-à-dire que les appareils vont se spécialiser dans une catégorie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, chez Sony, ça veut dire qu'on va se tourner vers du Sony A7R5R qui est là pour dire résolution, qui va nous permettre d'avoir un appareil avec un capteur qui a une résolution beaucoup plus élevée. On est à 61 millions de pixels, ce qui est excellent pour faire, par exemple, du paysage, de l'architecture, de la photo en studio, mais surtout de recadrer énormément dans une image sans perdre énormément en qualité, ou plutôt tout en gardant une bonne qualité. C'est un boîtier qui est sorti il y a quelques années, mais que je trouve encore extrêmement bien fait. Dans cette catégorie, on a aussi le A7CR qui est une version réduite et plus compacte du A7R5, mais avec un seul emplacement pour la carte mémoire. Puis on a le Canon R5 qui commence à être juste vraiment en haut du panier, le R5 II de Canon, qui est une bête qui peut tout faire, que tu parles vidéo ou photo, même avec de la rafale, il s'en sort très très bien. Par contre, le Sony A7R5, je ne le conseille pas si tu cherches à faire de l'animalier ou du sport, il est trop lent. D'accord? En plus de ça, tu vas te retrouver avec des fichiers qui sont très gros, donc il faut penser un petit peu à tout ça. Et maintenant, passons dans la catégorie au-delà de 4500 euros. Alors là, on est extrêmement spécialisé avec des appareils comme le Sony A9 III, qui est un appareil vraiment fait pour le sport, pour l'action, pour la photographie animalière, avec un mode pré-capture, avec une rafale à 120 images par seconde en RAW. Bref, le meilleur autofocus qui existe sur le marché. Et on a aussi le Sony A1 II. Non, là, on tape vraiment dans le haut du panier. On a le Canon R1, R3 qui sont un petit peu les équivalents, qui cherchent à faire la même chose. Des boîtiers extrêmement professionnels, robustes, qui sont censés être là pour des années avec toi. Par contre, ils prennent de la place. C'est toujours un petit peu mon désavantage avec Canon. On a aussi le Fuji
GFX 100RF qui est un appareil avec un capteur moyen format. On a aussi un Hasselblad, on a Leica. Pour moi, ces appareils-là tombent plus dans la catégorie luxe et expérience plutôt que, on va dire, outils. Voilà, c'est mon opinion personnelle. Et bien entendu, à toi de choisir en fonction de tes besoins. Mais honnêtement, je ne vais pas étendre trop cette catégorie. Pourquoi? Parce que si tu es dans ce budget-là, tu sais exactement ce que tu veux et pourquoi. N'achète sincèrement pas ce type d'appareil si tu ne sais pas pourquoi tu prends des photos et dans quel cas et que tu veux juste qu'il y ait de meilleur, ça ne vaut pas le coup. Économise ton argent, fais-toi un super voyage, prends-toi une formation, pars avec ta famille, va prendre des photos au bout du monde, va faire un workshop pour prendre en photo des baleines, je ne sais pas. Mais fais-toi plaisir avec un appareil qui va te coûter la moitié et utilise l'argent d'une autre manière pour tes expériences et non pas pour du matériel. Comme premier, mon beau-frère, qu'est-ce que je lui ai conseillé? Il avait un Canon 550D, un réflexe d'entrée de gamme avec un 18-55. Il voulait changer d'appareil. Je lui ai tout de suite dit, ne change pas d'appareil tout de suite. Je vois les photos que tu fais, la manière dont tu shootes. Je pense qu'un nouvel objectif va te faire beaucoup plus plaisir. Du coup, je l'ai conseillé d'acheter un 50 mm f1.8. Il a découvert qu'est-ce que c'était de pouvoir shooter avec un arrière-plan flou, de bien isoler son sujet et il a commencé à se faire plaisir. Puis un petit peu de temps après, il a investi dans un Sigma 18-55 mm f1.8 constant et là, cela a tout changé. Honnêtement, je vois les photos qu'il fait avant et après, juste en ayant changé d'objectif. Ton boîtier ne te limite pas forcément, ce sont peut-être tes objectifs, mais surtout tes compétences. Donc, si tu veux travailler sur tes compétences avec moi, rejoins la prochaine session d'information. Il y a tous les détails dans la description, tu pourras en apprendre plus. Et ceci étant dit, regarde cette vidéo si tu veux le guide d'achat pour Sony. Regarde cette vidéo si tu veux regarder les paramètres et les erreurs à ne pas faire en tant que débutant. Et n'oublie pas, sors, va prendre des photos, essaye quelque chose de nouveau, essaye quelque chose de différent. Je te retrouve dans la prochaine. Ciao!